Alors bonsoir, on va commencer parce que nos deux intervenants ont beaucoup de choses à dire. C'est un sujet passionnant, donc nous allons voir des portraits du XVIe siècle conservés au département des estampes et de la photographie, qu'il faudrait appeler dorénavant département des estampes, de la photographie et des dessins, parce qu'il y a une collection de dessins qui est la deuxième, l'une des plus importantes en France, et qui effectivement est connue uniquement par les spécialistes. Donc, à nous présenter ces portraits des collections de la Bibliothèque nationale. Donc, il y a Pauline Chugnier, qui est archiste paléographe et conservateur des dessins du département des estampes de la Bibliothèque nationale, et accompagnée par Emmanuel Lurin, normalien, maître de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne et spécialiste de ces domaines, 16e, qui vient de publier le dernier numéro du bulletin monumental, mais je vais rappeler ta thèse sur Étienne Dupeyrac, architecte, peintre et graveur entre Rome et la France au XVIe siècle. Donc on est tout à fait dans le thème, et ce sujet nous tient particulièrement à cœur, parce que la collection, comme vous allez voir, est fantastique, exceptionnelle, pas beaucoup montrée, et puis parce que j'espère que dans quelques années, à la réouverture du musée, ou vraiment plutôt à l'ouverture du nouveau musée de la Bibliothèque nationale en 2021, quelques années plus tard, nous sommes en train de penser à une grande exposition sur le renouveau du portrait dans les collections de la Bibliothèque nationale. Et évidemment, ces dessins, ces portraits dessinés vont avoir une place d'honneur dans cette exposition. Voilà, je vous passe la parole comme ça, parce que je vous prends beaucoup de temps. On peut utiliser ces trucs-là. Ah oui. Merci, Gennaro, de nous avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Et merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir accepté cette présentation à deux voix. Cette présentation de l'album Les Curieux, donc, qui rassemble des portraits au crayon du XVIe siècle. Donc les portraits au crayon, les trois crayons, les portraits dessinés de la cour des Valois, les portraits de l'école de Clouet, voire tout simplement les Clouets. Il y a une multitude de termes pour désigner un ensemble très reconnaissable de dessins français qui ont été créés à partir des années vers 1515, au début du règne de François Clouet, et jusqu'aux années 1620, sous le règne de Louis XIII. Donc ces portraits sont bien connus du grand public et des amateurs, et peuvent encore se trouver, par exemple, sur le marché de l'art. On en voit souvent passer, et dans des collections de nombreux musées. Mais il y a assez peu de musées qui en conservent des ensembles très importants, des ensembles nombreux, comme le musée de l'Ermitage, par exemple, le British Museum, le musée des Offices, ou encore l'Albertina. Mais c'est vraiment le musée Condé de Chantilly qui, seul, avec ses près de 350 crayons, peut rivaliser avec la collection de la Bibliothèque nationale qui en comporte près du double, c'est-à-dire autour de 600 portraits au crayon. Donc ce soir, nous n'allons pas vous présenter les 600 portraits au crayon de la Bibliothèque nationale, dont d'ailleurs je souligne près d'un tiers a été mis en ligne l'année dernière sur Gallica, notre bibliothèque numérique. Mais nous allons nous attacher à un ensemble, un album de 56 portraits au crayon, acquis en 1825 et que l'on appelle du nom de son ancien possesseur l'album Les Curieux. Donc l'album Les Curieux est acquis en 1825 par la Bibliothèque royale. C'est une acquisition en 1825 qui est tout à fait logique si l'on considère l'histoire de la collection. Parce que la Bibliothèque royale, en 1825, a déjà un ensemble de portraits au crayon du XVIe siècle. Elle en a déjà près de 300, en fait. 300 qui sont arrivés pour la plupart, par le don qui a été fait à la Bibliothèque royale en 1711 de la collection de François Roger de Guénière. Donc près de 300 portraits au crayon qui vont donc être complétés par cet album de 56 crayons.
Donc une acquisition logique du point de vue de l'histoire des collections, mais c'est aussi une acquisition en 1825 qui est dans l'air du temps, parce qu'on prépare le sacre de Charles X, et donc c'est, je pense, assez facile d'argumenter pour cette acquisition, d'argumenter en faveur de cette acquisition qui est emblématique des commandes royales, en fait, sous les derniers Valois et les premiers Bourbons. Donc le registre d'acquisition de 1825 indique l'entrée de 58 portraits de différents personnages du règne de Henri III, dessinés au pastel et attribués à Janet pour une somme de 500 francs. Donc, si vous suivez bien la démonstration que va faire Emmanuel sur cet album, vous verrez que tous les termes de ce registre d'acquisition, de cette ligne, sont faux. Donc, il ne s'agit pas de 58 portraits, vous le verrez. C'est une période chronologique plus large que celle du règne de Henri III. On ne peut pas vraiment parler, même si les contemporains utilisaient le terme, de portraits dessinés au pastel, vous verrez. Et enfin, ce ne sont pas tous des portraits de Janet, Janet étant le nom que l'on donnait à François Clouet, que l'on donnait surnom qu'il se donnait lui-même et que la tradition a longtemps gardé pour désigner François Clouet, fils de Jean Clouet, et que l'on ne distinguait pas encore de son père, en fait. C'est le marquis de Laborde qui, dans les années 1850, vraiment travaille sur les sources et se rend compte qu'il y a vraiment deux peintres. Et François Clouet, que l'on faisait vivre beaucoup plus longtemps que de raison, en fait, qu'on faisait vivre jusqu'au règne d'Henri IV, inclus, alors qu'il est mort en 1572. Donc, tous ces termes de l'acquisition sont faux. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Mais enfin, on ne peut quand même pas douter des 500 francs qui ont été alloués à l'acquisition. Mais on peut se demander si c'est une somme raisonnable, en fait. Je me suis posé la question. Est-ce que c'est une somme importante pour l'époque? Elle est soulignée par la plupart des historiens qui ont travaillé sur le corpus, Bouchot, Dimier, qui disent vraiment... on a acquis fort cher cette collection, même si elle est très intéressante. Et il est de tradition, en plus, de se moquer de celui qui a fait l'acquisition, Joly fils, dont on dit souvent qu'il a été parachuté à la direction du cabinet des estampes parce qu'il aidait son père, le grand Hugues Adrien Joly, qui était directeur avant lui. Bon. Mais si on compare, en fait, si on fait la part de cette acquisition 500 francs dans le budget global des acquisitions de 1825, on se rend compte que ça représente moins de 5% du budget de 1825. Et quand on fait des comparaisons avec les acquisitions à peu près de la même époque, on se rend compte qu'en fait, c'était plutôt une bonne affaire. Voilà, donc c'était une belle acquisition. On peut réhabiliter Joly fils et penser que c'était quand même un prix raisonnable. Et ces 500 francs ont été une somme qui ont dû quand même arranger le vendeur. Alors, qui était-il, ce Lécurieux? Il s'agit de Jacques-Joseph Lécurieux, qui était un peintre, en fait, un peintre né en 1801 à Dijon, qui se forme à l'école des Beaux-Arts de Dijon et un peu à Paris. Il est issu d'un milieu modeste de vannier. Et surtout, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il était graveur au début de sa carrière, il était lithographe, il a pratiqué un peu la lithographie, et c'est peut-être aussi ce qui lui a donné l'idée de frapper à la porte du cabinet des estampes pour vendre sa collection de portraits au crayon. Peut-être. Donc, il est lithographe, mais surtout, il donne des dessins pour l'illustration, en fait. Et notamment pour l'histoire des ducs de Bourgogne et de la Maison des Valois, par le duc de Barante. Donc, on voit qu'il est un des illustrateurs. En fait, il s'intéresse beaucoup, même s'il fait pas mal de commandes religieuses pour des églises, Sainte-Bénigne de Dijon ou Saint-Omer. Il s'intéresse beaucoup aux portraits, au sujet d'histoire. Et il est pas mal dans des cercles de peintres de style troubadour, en fait. Donc il s'intéresse aux portraits historiques, et en 1833, donc c'est après l'acquisition, on voit qu'il participe aux galeries historiques de Louis-Philippe à Versailles, et on lui commande notamment la copie d'un portrait d'Albert de Gondi,
Donc malheureusement, j'ai pas trouvé la photographie du portrait peint par les curieux, mais du portrait original en fait, d'une version du portrait qui est conservé à Chantilly, donc que vous voyez à gauche, et au milieu la petite vignette représentant la copie de Les Curieux. Et ce qui est intéressant pour nous, et c'est pour ça que j'ai mis Madame de Retz à côté, donc la femme d'Albert de Gondi, c'est que dans l'album Les Curieux, on n'a pas de portrait, de dessin préparatoire au portrait d'Albert de Gondi, mais on a un dessin de Madame de Retz voilà, dans cet album-là. Donc, ce qui pose quand même la question de l'usage que faisait Jacques-Joseph Les Curieux de ces portraits au crayon. Peut-être qu'il s'en servait quand même comme d'un outil de travail. C'est une supposition, mais on peut aussi penser qu'il les collectionnait par goût, en fait, parce que par ailleurs, Les Curieux étaient collectionneurs. On le sait parce que en fait, il vend sa collection aux enchères en 1862. Parce que visiblement il a des problèmes financiers. Et donc on connaît un peu le contenu de sa collection. Donc c'est une collection assez traditionnelle, de tableaux, de dessins, de gravures, et en fait beaucoup de dessins de ses contemporains, Ary Scheffer et Prudhon. Pas dans le catalogue de 1862 de sa vente, là, on ne trouve pas de dessins anciens, on ne trouve pas de portraits au crayon, donc on peut supposer que l'album qu'il a vendu en 1825 à la bibliothèque était peut-être le seul qu'il ait eu jamais en sa possession. Et en fait, le catalogue de 1862, malheureusement, n'indique pas comment les provenances en fait, des œuvres de sa collection. Donc on peut pas, ça ne nous renseigne pas tellement sur la façon dont il aurait pu acquérir l'album. On ne sait pas. Après son entrée à la bibliothèque, qu'arrive-t-il à l'album Les Curieux ? Vous le voyez, il est toujours là. Il a été relié en 1832, donc il arrive en 1825, il est relié, doté d'une nouvelle reliure en 1932. Il est annoté par quelqu'un du cabinet des estampes, mais on n'arrive pas très bien à déterminer qui. On a pensé que ça pouvait être Jean Duchesne, un directeur du cabinet, mais en fait la comparaison des écritures avec des documents signés par Duchesne n'est pas vraiment probante. Donc voilà, c'est quelqu'un de toute façon du cabinet des estampes, parce qu'on retrouve cette même écriture, on la retrouve sur des portraits de provenance différentes de la collection de la bibliothèque. Et alors, ces annotations, elles sont très utiles quand même pour identifier les personnages, mais il faut s'en méfier parce qu'il y a un certain nombre d'erreurs d'identification, comme ici. Je ne vais pas les faire tous, mais on voit que donc, ce personnage est identifié comme Pierre Strozzi, et en fait, en réalité, c'est son fils, Philippe Strozzi. Voilà, donc se méfier des annotations du 19e posées par quelqu'un du département, du cabinet des estampes. Ensuite, après, en 1884, on démembre ce volume qu'on avait créé en 1832 et on monte les dessins individuellement, comme ils sont montés, de la même façon qu'ils sont montés aujourd'hui, et on les fait se rencontrer avec d'autres collections arrivées par Guénière ou par la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dont on a reçu les collections en 1861, et ils sont classés par ordre alphabétique comme ils le sont aujourd'hui. Donc je transmets la parole à Emmanuel. Oui, alors donc cet ensemble cette collection constitue un ensemble tout à fait remarquable qui nous permet vraiment d'approcher au plus près l'art du portrait au crayon, un genre bien particulier qui fut pratiqué en France, comme vous le savez sans doute, à la cour des Valois, mais aussi plus tard et assez avant dans le XVIIe siècle, et un genre tout à fait florissant encore sous les premiers Bourbons, Henri IV et son fils Louis XIII. Alors moi je voudrais engager quelques remarques préliminaires, qui vont nous permettre de rappeler un peu les principes de cet art et de l'observer déjà à travers la collection Les Curieux. On est face à une suite de dessins
qui en elle-même manque d'homogénéité artistique. Ce n'est pas une critique, mais un constat, dans la mesure où cet album Les Curieux rassemblait des dessins de mains différentes, de mains nettement différentes et d'origines en fait très diverses. On y trouve aussi bien des chefs-d'œuvre de la main de François Clouet, le grand maître avec son père, à la suite de son père du portrait au crayon, sous le règne des Valois, que des œuvres comme celle de droite ici, de Benjamin Foulon, l'un de ses continuateurs, ou l'un des continuateurs du genre, qui était un dessinateur assez médiocre mais intéressant, et qui a occupé une place tout à fait importante à la cour d'Henri III, puis à la cour d'Henri IV. Donc là, on est à droite, on peut dire, il y a un réel intérêt historique de ces dessins. Il était d'ailleurs bien perçu comme tel au XIXe siècle, et sans doute c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles Les Curieux l'a acquis. Le dessin est plus faible, mais le dessin est tout à fait intéressant, et on y trouve notamment des portraits d'enfants royaux, comme ici César de Vendôme, bâtard légitimé par Henri IV. Autre constat très général, les portraits les plus anciens, qui sont ceux de Clouet, François, et d'un artiste anonyme, sans doute issu de son atelier, peut-être Jean de Cour, comme l'a proposé Alexandra Zvereva. Ces portraits les plus anciens datent de la fin des années 1550, donc on est quand même assez tôt. Le portrait, portrait d'Henri II, original ou réplique d'un portrait officiel, dans les vers 1557. Portrait de jeune homme, également ici, à gauche, réalisé par l'anonyme Les Curieux. Alors les feuilles les plus récentes, cette fois, les plus tardives, datent de la fin du règne d'Henri IV, voire peut-être un petit peu au-delà, sous la régence de Marie de Médicis. Je vous montre à droite deux d'entre eux, sans doute les plus tardifs. Un portrait de la comtesse de Moret. Ouh là, il y a quelque chose qui a sauté dans mon PowerPoint, c'est pas grave. Et puis un double portrait, par contre, qui lui doit être vers 1610, par un peintre anonyme, portrait de François d'Entragues et son épouse Marie Touchet, l'ancienne maîtresse de Charles IX, ici épouse donc de François d'Entragues, décédé vers 1613. Donc, hétérogénéité, des dates assez diverses. Et puis, ces portraits qui représentent-ils? Ils représentent, comme souvent, mais pas toujours, de hauts personnages, à commencer par des souverains. Henri II, ici Jeanne d'Albret, reine de Navarre, des princes du sang, des membres de la haute noblesse française, ou Lorraine, au centre François de Coligny d'Andelot, le frère de l'amiral. À droite, le duc de Rohan, si je ne me trompe pas, mais aussi des portraits de gens de robe, donc niveau de noblesse inférieure, de financiers, d'ecclésiastiques, et même celui d'une bourgeoise. Donc dans l'album Les Curieux, Jeanne d'Albret, on peut dire, Marguerite de Valois, le duc d'Alençon, ne côtoient pas seulement les Rohan, les Coligny, les Mercœur, mais aussi les Neuville, ici, les Amet, l'abbesse du Pont, les maîtresses d'Henri IV, et même ces bâtards, et même une bourgeoise, que vous voyez au centre, ici, que la critique n'a pas su identifier, une certaine Madame Liébaud, mais qui pourrait peut-être, selon une hypothèse que propose Pauline, une femme de lettres, Nicole Estienne, Madame Liébaud, auteure des Misères de la femme mariée. Donc des gens importants, quand même, susceptibles d'être portraiturés, c'est-à-dire de commander leur effigie à un peintre, ou bien de figurer à leur tour dans une collection de portraits illustres, mais qui ont vécu à des époques différentes, qui ne sont pas nécessairement connus, qui appartenaient à des milieux variés, plus ou moins proches de la cour de France. Alors là, je crois qu'on a déjà l'indice, un indice chronologique, historique et iconographique, parmi d'autres, du fait que les dessins ont été rassemblés vraisemblablement assez tard, au début du XVIIe siècle, par un collectionneur amateur de portraits, dont l'écriture à la sanguine, comme on va le voir, court sur la plupart des dessins. On l'aperçoit en haut à gauche, des annotations du début du XVIIe siècle qui identifient des modèles. Alors, tous ces portraits d'origine pourtant diverses suivent les mêmes codes, les mêmes formules. Ce sont des œuvres de même format, à peu près, qui utilisent les mêmes techniques et qui suivent pratiquement le même mode de composition. Des portraits en buste, de 3/4, dessinés sur de grandes feuilles de papier. On a certaines même qui sont conservées dans leur état d'origine, comme ce portrait d'Éléonore de Habsbourg, reine de France, seconde épouse de François Ier, un dessin de la collection de Chantilly. Alors nous, on n'a plus que les moitiés, et encore, les feuilles ont été rognées, et elles sont encore plus petites qu'à l'origine. Donc des portraits en buste de 3/4, dessinés sur de grandes, voire très grandes feuilles de papier, à l'aide de 2 ou 3 types de crayons,
suivant une formule qui a été mise au point dans la première moitié du XVIe siècle à la cour de France par Jean Clouet, le grand portraitiste, dont les premiers dessins au crayon datent de 1515-1516, et puis poursuivi par son fils François, mort en 1572. Alors le modèle est généralement tourné vers la droite, plus rarement à gauche, le visage placé de 3/4, parfois légèrement de face, c'est le cas ici dans le troisième portrait, suffisamment de biais pour souligner le profil, le rendre caractéristique, singulier, accentuer les volumes, provoquer des raccourcis intéressants au niveau des yeux notamment, plus ou moins bien traités par les peintres. Clouet excelle là, de ce point de vue dans les raccourcis, dans la partie centrale du visage. Toute l'attention est concentrée sur le visage, qui est représenté au vif, au naturel. L'œil est vif, la pose très droite, l'expression parfaitement digne, impassible ou quasiment impassible sous les Valois, me semble-t-il plus vivante aux alentours de 1600 où on assouplit la formule et puis il y a un certain sens du naturel, un esprit aussi un peu différent que l'on sent dans les portraits des proches d'Henri IV. Alors, qu'en est-il donc voilà pour le visage. On va revenir tout à l'heure grâce à la caméra pour admirer tout cela de plus près, au plus près. Importance du vêtement néanmoins. Alors là, cela dépend beaucoup des œuvres, ça dépend aussi de la destination du dessin. Le vêtement et la coiffe sont d'une importance relative, ce qui ne veut pas dire nulle, loin de là, mais relative par rapport au visage. Quel que soit le style finalement, le degré de finition qui est très variable, la destination du dessin, telle qu'on peut la deviner, œuvre autonome, ou bien dessin préparatoire à un portrait peint, le costume est traité différemment du visage, toujours. Il peut être très rapidement, très simplement esquissé chez Jean et François Clouet, comme ici à gauche. Mais il peut être aussi extrêmement fini, alors déjà chez Clouet, et plus encore peut-être chez ce peintre anonyme, proche de François Clouet, cet anonyme Les Curieux dont on va reparler. Pour l'anonyme, le costume apparaît comme un élément en fait très important de la composition. Un élément de goût ici. Le dessin est extrêmement précis, élégant, très maîtrisé, réalisé à la pierre noire. Un dessin au trait qui marque, comme vous voyez ici à droite, sur ce très beau portrait de Madeleine Lobépine, la poétesse, qui va marquer les contours ici du col. Et parfois complété de hachures qui viennent dans un second temps, qui vont donner du volume, de la couleur, de la texture au tissu. On peut noter ici à gauche, ici, la coiffe, soigneusement hachurée, et l'artiste qui prévoyait de peindre le portrait a annoté le dessin, certainement de son écriture. Vous voyez, bleu, vert, au niveau des plumes, des indications de couleur en prévision d'un portrait peint, bien sûr. Alors, Benjamin Foulon semble revenir à la formule la plus simple. Il ébauche très très rapidement les costumes, les coiffes. Il se concentre sur le portrait. Il cherche la douceur des contours, le voûté. Il abuse un peu de l'estompe aussi. Donc, variété de l'iconographie, des époques, des mains, mais unité technique et constance de la formule, finalement, à travers le temps et dans ses différentes expressions artistiques. L'album Les Curieux illustre très bien finalement la spécificité et le rayonnement d'un art qui s'est développé à la cour des Valois et qui demeurait encore très florissant à la fin du règne d'Henri IV. On a noté il y a une différence importante entre la BNF et je te laisse la parole sur ce point. Oui, effectivement, je suis toujours dans je ne veux pas parler de rivalité entre les deux collections, pas du tout. Mais c'est vrai que la collection de la Bibliothèque nationale permet peut-être d'avoir un aperçu un peu plus large sur toute la période chronologique en fait, de production des portraits au crayon. Vraiment. Que la collection de Chantilly, qui conserve des raretés et des merveilles, des chefs-d'œuvre, est plus intéressante pour le début de la période. Voilà. Alors, rappelons un peu l'histoire du portrait au crayon très rapidement. C'est un type de dessin qui trouve son origine au XVe siècle, qui n'est pas strictement français, mais que l'on trouve qui est nécessaire finalement dans la préparation des portraits peints au vif, au naturel, comme on le lit dans les documents. Les peintres français dès le XVe siècle qui imitent les Flamands, qui sont parfois d'origine flamande, comme Fouquet, prennent rapidement l'habitude de dessiner très soigneusement leurs modèles.
Et donc il réalise ses dessins à la mine d'argent. On connaît les dessins de Jan van Eyck, préparatoire à ses portraits. Ici, un dessin de Jean Fouquet, précisément, qui dessin à la mine d'argent, puis à la pierre noire, qui est une sorte de crayon, auquel on ajoute plus tard, peut-être sous l'influence de Hans Holbein, de Léonard, où les choses ne sont pas toujours très claires, deux autres types de crayons. La sanguine, qui peut avoir différentes couleurs d'ailleurs, de brun, plus ou moins rouge, et puis des craies qu'on appelle plus tard, qu'on appelle les pastels, des craies de pastel, des craies de couleurs qui vont donner un peu plus de couleur justement au noir et au rouge de la sanguine. Alors les meilleurs artistes, c'est important de le souligner, sont ceux qui associent étroitement dans leur travail ces différents crayons, qui savent vraiment combiner, associer de manière subtile, et on va le voir très bien grâce à la caméra, la pierre noire, la sanguine, là où les sanguines, et puis éventuellement quelques rehauts de craie blanche ou de pastel. Et pour produire vraiment tous ces effets de couleur, mais aussi de texture, voire de vibrations lumineuses sur un velours ou sur une coiffe. Alors, ce qui n'était à l'origine qu'une technique artistique subordonnée à la préparation d'œuvres véritables, les seules véritable œuvre d'art, qui étaient les portraits dont on tirait, qui s'appuyaient sur ces dessins, ce qui était en fait qu'une technique artistique, au début du règne de François Ier, va devenir une forme d'art à part entière. Et là, c'est là que la cour de France a joué un rôle essentiel. Un type de portrait isolé qui peut être réalisé rapidement, qui peut être dupliqué, qui est moins coûteux évidemment, qui est surtout transportable, qui peut être réuni en collection pour des usages très divers que va présenter ou rappeler Pauline. Donc à partir des années 1550 au moins, enfin fait plus tôt, la cour de France s'est vraiment entichée pour cette forme artistique et suscité une production très très abondante qui est dominée par l'atelier de Jean puis de François Clouet. Et c'est dans leur entourage aussi que se forme une nouvelle génération de peintres qui tend à se spécialiser dans l'art du portrait au crayon, sans cesser de peindre des portraits en grand, petit format, en miniature, sur différents supports. En tout cas, sous les règnes de Charles IX, d'Henri III, on a un assez grand nombre de portraitistes dont les œuvres sont plus ou moins bien connues. Donc les commandes demeurent très nombreuses. On continue de dessiner des portraits en vue de les interpréter tôt ou tard en peinture, et les artistes conservent d'ailleurs souvent les prototypes pour pouvoir répondre à ces demandes. Ils rhabillent d'ailleurs les portraits, changent les coiffes selon les besoins ou l'évolution de l'iconographie, ici pour nous l'iconographie royale. Mais également on pratique le portrait au décrayon comme un art et on commence à le collectionner. Et l'une des plus anciennes des collections, les plus intéressantes, le modèle du genre en tout cas, qui est annoté de la main de la reine ou de ses secrétaires, c'est celle de Catherine de Médicis, admirablement étudiée par Alexandra Zvereva dans ces dernières années, grande amatrice de crayons et qui conservait précieusement donc, cette collection de portraits dans son cabinet, même dans un coffre, sa cassette. Alors, Et en effet, c'est vrai, à partir de l'étude de la collection de Catherine de Médicis, qui a été très brillamment faite par Alexandra Zvereva, on observe certains usages des portraits au crayon par leurs contemporains, donc, qui peuvent nous sembler assez amusants et émouvants aujourd'hui. On peut penser par exemple, alors je crois que j'avais mis... Ah non, je pensais avoir mis un exemple de portrait, en fait, de l'usage de ces portraits pour représenter les absents, en fait. Et notamment Catherine de Médicis, on sait que Catherine commandait des portraits au crayon, pas seulement des portraits peints, de ses enfants pour en avoir une sorte de bulletin de santé lorsqu'ils étaient à Saint-Germain-en-Laye. On a également un usage de ces portraits au crayon pour, dans l'établissement d'alliances, de mariage, on envoyait les portraits parce que c'était beaucoup plus simple, le portrait peint mettant beaucoup de temps à sécher, c'est qu'il était plus simple d'envoyer un crayon dans une cour étrangère pour présenter le fiancé. Et on peut aussi penser à un recueil qui est particulièrement intéressant pour ses usages du portrait au crayon au XVIe siècle, c'est celui de la bibliothèque Méjeanne, qui s'appelle le recueil Montmort, et composé vers 1525, et qui comprend, il est en ligne, vous pouvez aller le voir, et qui comprend sous les portraits des annotations, l'identification de chaque personnage identifié avec des retombes qui permettent de cacher ces identifications et de faire un jeu de devinettes.
Alors, on va maintenant présenter l'album lui-même. Tout d'abord, présenter son contenu, alors selon une approche qui sera artistique. On ne va pas respecter l'ordre ancien des dessins parce qu'il faut bien le dire, on l'a reconstitué. Il n'est pas du tout intéressant, il ne nous enseigne rien, mais on va vous montrer les différentes mains d'artistes et au passage l'iconographie. Et puis, dans un deuxième temps, on va réfléchir sur l'origine de ces dessins, de ces différents groupes de dessins, en fait, sur les circonstances dans lesquelles ils ont pu être rassemblés en collection. Jamais facile à établir, la manière aussi dont ils ont été annotés au XVIe puis au début du XVIIe siècle. Là, il faut bien dire que l'écrit, les annotations sont très utiles pour dater la collection et l'appréhender plus généralement. On va montrer en fait que la collection la plus ancienne, celle dont procède l'album Les Curieux, cet ensemble de dessins qui fut ensuite monté en album et qui a appartenu à Les Curieux et qui est maintenant démonté et conservé à la Bibliothèque nationale, a été constituée dans les 2 premières décennies du XVIIe siècle seulement par un amateur de dessin qui devait posséder beaucoup d'autres feuilles qui sont aujourd'hui réparties dans d'autres collections, BNF, mais aussi Hermitage, Louvre. Et dans la lignée des travaux de Louis Dimier, mais en apportant de nouveaux arguments chronologiques, on va pouvoir réfuter définitivement l'hypothèse de Bouchot selon laquelle la collection aurait appartenu au début du XVIIe siècle à Benjamin Foulon, l'un de nos artistes. Et il n'est plus possible d'y reconnaître, je crois, son écriture dans ses nombreuses annotations à la sanguine. Ce sera là le principal apport de notre intervention. Alors tout d'abord, un album, 6 mains d'artistes. Parmi les 56 portraits que compte aujourd'hui le recueil des Curieux, l'analyse stylistique permet de distinguer 6 mains différentes, dont seulement 2 ont pu être clairement identifiées par la critique. Alors identifiées par nos prédécesseurs, il faut bien dire que nous sommes portés sur des épaules de géants qui sont des gens comme Louis Dimier. Et ces 2 artistes clairement identifiés sont François Clouet, d'une part, et Benjamin Foulon. Les 4 autres sont des anonymes, dont certains sont connus quand même par d'autres dessins, dont on peut reconstituer des corpus, mais sans avoir forcément un nom, qui sont conservés donc dans de grandes collections publiques et privées. Alors, voici la présentation de ces artistes dans un ordre chronologique de production des dessins qui ne reflète pas du tout le classement, leur introduction dans la collection. Je laisse la place à Pauline qui va nous parler, je crois, de... Non ? C'est moi qui commence, pardon. Ah bon, alors c'est moi qui commence. Pas encore tout à fait rodé dans notre duo. Alors, les dessins les plus anciens, pardon, vous les voyez ici. Ce sont ceux de François Clouet, dit aussi Janet, le petit Jean, né sans doute à Tours vers 1515, au moment où son père commence à pratiquer justement le dessin au crayon à la cour et qui mourra à Paris en 1572. Donc c'est le fils de Jean Clouet qui succède à son père dès 1541, dans les dernières années du règne de François Ier, à la tête de cet atelier familial et également dans sa charge de peintre et de valet de chambre du roi. Alors, François Clouet est en quelque sorte, le terme est un peu anachronique, mais ça correspond à peu près à sa position, à ce qu'on lui demande, le portraitiste officiel de la cour de France jusqu'à sa mort en 1572. Il est l'auteur de très nombreux portraits peints, portraits dessinés au crayon, portraits peints tableau, mais aussi miniature, miniaturiste. La miniature est tout à fait très importante à l'époque. C'est lui, en quelque sorte, qui fixe, en toute occasion, à la demande, sur tout support, les prototypes. L'image du roi, de sa famille et ensuite de hauts dignitaires ou de courtisans. C'est lui qui établit en tout cas des formules qui sont reprises par l'atelier, qu'on voit ici avec le portrait d'Henri II, et que l'on va retrouver dans l'œuvre d'autres artistes, comme montrera par exemple Pauline avec un portrait de François Ier. Donc le recueil Les Curieux contient 3 dessins de sa main, qui représentent Charles de France, Antoine de Bourbon, époux de Jeanne d'Albret, et Henri II. Et comme le portrait d'Henri II a été très bien étudié par Alexandra Zvereva, qui montre qu'il s'agit en quelque sorte du portrait officiel, du portrait de référence de Henri II, dans des années bien précises, car ça la change un peu, il y a des changements plus tardifs, entre 1553 et 1557. Et alors, autre fait intéressant, c'est que ces dessins ont certainement fait partie, dans la seconde moitié du siècle,
de la collection de Catherine de Médicis. Au moins jusqu'en 1589, ils sont dans la collection de Catherine de Médicis, puisqu'ils sont tous les trois annotés d'une écriture caractéristique. Alors, il y a différentes écritures qui peuvent être celles de la reine, mais aussi celles de ses différents secrétaires. Et donc, le roi Henri, le roi de Navarre, ce sont les légendes, les titres, les tituli, on pourrait dire, qui ont été donnés à l'encre brune, à la demande de la reine, pour sa propre collection. Alors, je ne sais pas si on utilise la caméra ou si on avance. On a un peu de temps. Donc on peut peut-être zoomer ou ce serait dommage. Donc on reconnaît très aisément et peut-être plus facilement encore à la caméra la technique, à la pierre noire, plus ou moins appuyée, donc le trait est plus ou moins chargé, et c'est volontaire. On voit également en même temps les reprises du dessin, alors soit qui sont des corrections, mais très souvent qui correspondent à une forme de mise à jour de l'image, dont le personnage a vieilli, son aspect, sa physionomie a changé, la barbe est plus longue, on le remet à la mode, et donc ici le béret a été entièrement redessiné. Usage de la pierre noire, de la sanguine, entremêlée, superposée, utilisation de l'estompe pour fondre la couleur, donner un peu de fondu. Utilisation aussi du blanc du papier ou de la couleur blanc crème du papier qui est très importante. C'est elle qui va donner les lumières, comme toujours dans le dessin et aussi dans l'art de la gravure. Donc il faut en tenir compte. À cela s'ajoutent néanmoins aussi les très nombreuses taches de ces dessins qui ont été manipulés. Et puis un tout petit peu de craie bleutée dans les yeux. Voilà le portrait très fini pour ce qui est du visage, beaucoup moins pour le costume, du portrait d'Henri II, donc qui correspond à son portrait officiel, le portrait type, le portrait de référence du roi, durant 4 ans, entre 1553 et 1557, 2 ans avant sa mort. On voit comment François Clouet va quand même clairement marquer les contours, qui sont marqués à la sanguine, ce que l'on devine déjà ici, contour du visage, du nez, d'un très beau raccourci parfaitement maîtrisé. Le regard doit être complet, si je puis dire, posé, un regard en coin, posé sur le spectateur, qui est Catherine de Médicis, qui peut être un sujet aussi, lorsque le portrait a été interprété en peinture, mais un très beau raccourci. Et alors là, la sanguine et la pierre noire se marient admirablement. Précision aussi du regard, le reflet, sanguine et pierre noire mélangées, qui donne un effet de couleur encore différent au niveau des yeux bruns. Le détail de la bouche est magnifique. Alors le costume est esquissé car il n'a pas besoin finalement d'être précisé. Mais si le portrait est peint, bien sûr, on y accordera toute son importance. Il y a une vivacité du trait, en fait, une forme de spontanéité au niveau du costume, qui n'est pas dans le visage, quoique, mais qui n'apparaîtra pas. Le travail sera habile, mais un peu plus scolaire, si je puis dire, ou méthodique chez son imitateur, peut-être élève, peut-être gens de cour, l'anonyme, les curieux. Passer au PowerPoint, mais vous pourrez voir les dessins en fin de séance. Cela dit, nous, pour François Ier, on peut rester à la caméra, pardon. Ah oui, alors on va voir François Ier. Donc il s'agit de la 3e main identifiée dans le recueil, une main un artiste qui n'est l'auteur que d'un crayon dans l'album. C'est un anonyme
il s'agit en fait chronologiquement du portrait le plus ancien. Enfin, si on parle du personnage identifié, c'est François Ier. En fait, c'est le plus ancien des personnages de l'album. Mais le portrait est tardif, a été réalisé. Louis Dimier pense qu'il a été réalisé vers 1565 par Pierre Dumontier, mais sans vraiment de preuves tangibles. Et Louis Dimier fonde son attribution sur des critères stylistiques, alors un usage très important de l'estompe et surtout de grandes variations chromatiques. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce portrait, donc il est quand même, vous voyez la différence de traitement avec les portraits de François Clouet. On n'est pas du tout dans la même maîtrise artistique, mais il est quand même intéressant sur l'iconographie de François Ier et la permanence en fait du prototype justement créé par les Clouet du portrait de François Ier vieillissant, enfin qu'on dit vieillissant alors qu'il n'a que 40 ans. Voilà, donc prototype créé par les Clouet et cité très longtemps, également en gravure, notamment par Théodore de Bèze et André Thévet dans les années 1580. On peut passer à la 4e main du recueil. Alors, 4e main, qui va apparaître peut-être d'abord à la caméra, et puis on fera une comparaison rapide sur le PowerPoint. Là, l'attribution est hypothétique. Hein. On s'en est tenu à l'attribution que proposait Louis Dimier, hein, qui est séduisante, que je ne trouve pas franchement complètement convaincante, hein, qui me semble un peu faible, mais bon. Donc, parmi les anonymes se trouve un portrait de l'amiral de Coligny, hein, qui se distingue des autres feuilles, je dirais, par un rendu appliqué, minutieux, mais quand même très fin, beaucoup plus fin que celui du portrait de François Ier, qui est une pâle copie. Hein. Rendu très minutieux du modelé du visage. Hein. L'artiste utilise de très fines hachures, ici, hein, hachures régulières, mais très fines, hein, qui réalisées à la sanguine, hein, pour créer un modelé doux, précis, qui contraste avec les zones de réserve qui sont laissées, par exemple, dans la commissure des yeux, autour de l'aile du nez, hein, et les parties les plus saillantes ou creuses, au contraire, du visage. Donc on a un travail ici quand même de qualité. Hein. Dimier attribue ce dessin, propose d'attribuer au peintre Marc Duval, hein, un peintre portraitiste protestant, hein, mort en septembre 1581, hein, une attribution qui par contre est rejetée manifestement par Alexandra Zvereva. Hein. Alors Dimier avait remarqué, on peut peut-être passer au PowerPoint, au moins un instant, que ce portrait de Coligny correspondait exactement pour la pose, pour la physionomie, hein, le rendu du visage, au portrait, un portrait du même, sans doute de Marc Duval, là, il faut bien le dire, hein, de la collection Hénin, donc conservée à la Bibliothèque nationale. Hein, un portrait qui, vers 1569, peut-être un peu plus tard, 1572, qui représente les 3 Coligny, les 3 frères, hein, et qui est un dessin apparemment préparatoire à la gravure, à une gravure célèbre et bien connue à droite, hein, datée en 1579, qui est une gravure signée, en tout cas qui porte le Fékit, hein, donc Marc Duval graveur ici, hein, portrait en pied de 3 Coligny, Marc Duval Fékit. Hein. Alors son biographe d'ailleurs signale la préparation de toute une série de portraits royaux. Hein. Donc voilà, c'est une comparaison purement visuelle, je dirais, à partir de médiums, de techniques très très différentes, donc c'est toujours un peu scabreux de comparer un dessin à la plume ou aux 3 crayons et enfin une gravure, hein, mais qui était défendue par Dimier, qui considérait qu'il fallait l'attribuer à la même main, celle de Marc Duval. Alors, c'est à toi. Donc on arrive à la 4e main, c'est ça? Je me perds vraiment les numéros. 4e main du recueil Les Curieux, et c'est la main éponyme parce qu'elle s'appelle, donc c'est un peintre anonyme et qu'on appelle depuis Louis Dimier, encore lui, l'anonyme Les Curieux. Donc c'est une main très intéressante pour nous et surtout qui domine complètement l'album parce qu'elle représente 36 des 56 portraits de l'album Les Curieux. On connaît par ailleurs, c'est une main qu'on peut aussi identifier dans d'autres collections que cet album, donc aussi à la Bibliothèque nationale, mais dans des collections
arrivé par d'autres biais, notamment la collection de la BHD, dont on voit le cachet rond sur le portrait de gauche. On la connaît aussi, on connaît cette main au Louvre, à Chantilly, à l'Ermitage, à Vienne, et aussi au Getty, qui a acheté en 2003 un portrait de l'anonyme Les Curieux. Donc c'est un artiste qui est assez reconnaissable, assez immédiatement, déjà tout simplement parce qu'il accorde une importance, une très grande importance au costume. En fait, c'est peut-être celui qui accorde la plus grande importance au costume parmi les dessinateurs. C'est un artiste qui aurait créé des années 1555 assez tard, en fait, 1595, même si je pense que Emmanuel Lurin doute de ses attributions tardives, en fait, autour des années 90. Donc c'est une piste à creuser. C'est une main qui a été identifiée. Peut-être qu'on peut passer dès maintenant à la caméra, oui. Une main qui a été en fait attribuée. Ces dessins ont été attribués à François Clouet par Bouchot, et Louis Dimier a réfuté cette attribution en se fondant surtout sur des critères stylistiques. Donc, il pense que c'est absolument pas possible que cette main soit celle de Clouet, et il voit beaucoup de défauts. Alors, c'est quand même il est un peu dur parce que c'est un très bon artiste. Alors, les défauts qu'il perçoit, c'est notamment dans le costume. Il parle d'un costume beaucoup trop présent, une main mécanique, je crois qu'il a. Un peu mécanique, un travail mécanique, c'est vrai, dans le traitement du costume. Voilà. Il parle aussi d'un défaut dans les raccourcis du visage, donc ce en quoi François Clouet excellait. Notamment la forme des yeux qu'il estime pas forcément toujours très à droite. Donc il se fonde, Dimier, pour dire que ce n'est pas François Clouet, se fonde sur des critères stylistiques, mais aussi sur un critère plus objectif quand même, qui est celui de la datation des œuvres, qui, certaines étant quand même postérieures à 1572, datent de la mort de François Clouet. Donc peut-être que c'est quand même un bon argument. Donc c'est un travail habile cependant, et probablement, et ça c'est une hypothèse qu'a bien travaillé Alexandra Svereva, quelqu'un qui aurait travaillé dans l'atelier en fait de François Clouet, qui aurait appris l'art du portrait auprès du maître. Donc cette hypothèse-là, on peut peut-être passer au PowerPoint, s'il vous plaît. On peut la suivre, cette hypothèse, avec un ensemble de quatre œuvres, 2 tableaux et 2 dessins, qui peuvent effectivement nous mener à l'hypothèse de l'atelier de François Clouet pour ces dessins de l'anonyme Les Curieux. Donc, première œuvre de notre enquête, c'est le tableau de Hercule François. Je confonds toujours, je crois que je suis un peu dyslexique, c'est François Hercule en fait qu'on l'appelle. Hercule François ou François Bref. Donc le malcontent. Donc ce portrait a en fait une commande. C'est réversible. Voilà, c'est ça. Pardon ? Oui, c'est vrai qu'on condense. Donc Hercule. Ah, c'est Hercule puis François. Voilà, Hercule puis François. Enfin, François. Catherine de Médicis commande en 1561 à François Clouet, à François Clouet, des portraits de ses enfants, dont le portrait d'Hercule, âgé, qui a, à l'époque, il est né en 1555, donc il a 6 ans. Ce portrait se trouve dans les collections royales anglaises, et on en connaît 2 autres variantes qui sont passées récemment en vente. Donc ce portrait, on peut à peu près être sûr que c'est de l'atelier de François Clouet. Ensuite, deuxième œuvre de notre enquête, c'est ce portrait qui a été vendu récemment par la galerie Weiss, qui représente Madame Zamet, donc la femme d'un banquier italien, Sébastien Zamet.
et qui est attribué à François Clouet par la galerie, et une galerie qui notamment fonde cette attribution sur un rapport très détaillé, une analyse dendrochronologique en fait, de ce tableau, de ce portrait, qui a conclu que Madame Zamet était du même bois que le portrait de François, d'Hercule, enfin d'Hercule ou de François. Bon, bref. Donc, c'est un portrait qui est peint 10 ans plus tard, mais sur le même panneau de chêne. Donc, à nouveau, attribution à François Clouet ou son atelier, quand même assez fondée. Et nous, troisième partie de l'enquête, c'est le dessin de gauche, qui est strictement préparatoire au tableau de droite. Voilà, donc on est vraiment dans une copie parfaite en fait de ce dessin préparatoire. Donc que l'on peut quand même mettre dans l'entourage de François Clouet. Et cette main reconnaissable de l'anonyme Les Curieux, que l'on retrouve sur le portrait assez indéniablement sur le portrait d'Hercule, donc serait quelqu'un, enfin la main serait franchement de l'entourage de François Clouet. Donc c'est une hypothèse à poursuivre il y a d'autres éléments qui pourraient quand même être analysés pour continuer cette hypothèse, notamment une analyse matérielle des papiers, des filigranes, continuer l'analyse stylistique et aussi voir la société représentée en fait par la main par l'anonyme Les Curieux. Donc qui représentait-il? On voit rien que dans les portraits qui sont dans l'album Les Curieux de la BNF, on voit des convergences en fait. On voit toute une société qui en fait navigue autour de Catherine de Médicis. On voit beaucoup de ces dames d'honneur, on voit des dames d'honneur aussi de Louise de Lorraine, on voit la famille de Catherine de Médicis, on voit son cousin, on l'a vu tout à l'heure, Strozzi, qui était identifié comme Pierre, mais qui est en fait Philippe. Bon bref, il faudrait continuer cette analyse par les personnalités en fait représentées aussi par l'anonyme Les Curieux. En tout cas, donc, selon Alexandra Zvereva, qui a beaucoup travaillé sur la question, il s'agirait du peintre Jean Decour, un artiste qui a effectivement travaillé dans l'atelier de François Clouet et qui a même pris sa suite à sa mort en 1572. Donc une identification à poursuivre et en tout cas la piste d'un peintre. Oui, on pourrait montrer le portrait avec la toque. Je ne vois pas, mais... Ah oui, je n'ai pas montré celui-là. Bon, tant pis. Donc effectivement, on peut chercher un peintre. On le voit ici dans les annotations, mais ça on l'avait vu dans le PowerPoint, mais c'est bien de le voir à la caméra parce qu'on va zoomer un peu sur sur ce qu'il y a d'écrit. Un dessin qui semble avoir le statut d'un dessin préparatoire, en fait, à la réalisation d'un tableau, et l'un n'exclut pas l'autre, qui est en même temps une œuvre parfaitement finie. Oui. Et qui se présente comme un portrait complet, le substitut ou l'équivalent finalement d'un portrait peint, mais au crayon. Donc le costume est admirablement dessiné. Je trouve que l'anonyme Les Curieux a quand même beaucoup de classe. Il est parfois, le dessin est moins vivant, moins spontané, moins libre, et parfois un peu trop minutieux, très appliqué par rapport à François Clouet, dont il suit vraiment les formules, mais il a quand même beaucoup de classe. Il a le sens de l'effet, du contraste, justement, entre le visage mis en couleur, magnifiquement estompé, des ombres très subtiles, ce voile d'ombre qu'on a sur le visage des femmes notamment, et puis la fraise, ou traitée uniquement au trait, on a le plaisir de suivre le contour. Alors c'est effectivement très appliqué, mais justement très bien réalisé aussi. Du tissu blanc frisotté, dentelé. Ce qui est caractéristique chez lui, je trouve, c'est la manière dont il ombre les tissus, les toques, par des hachures fines, où il laisse un petit peu de blanc. Donc ça, alors là on ne le voit pas, mais
introduit aussi de légères ombres dans les perles, les bijoux, hein. Fait de luisance, beaucoup d'élégance. On est tout à fait dans la période des derniers Valois, justement. Quand même de très très belles choses. Mais un peu mécanique selon Dimier. Alors peut-être que... Donc Jean de Cour serait en fait un bon candidat à l'attribution, effectivement, car sa période d'activité et sa proximité avec l'atelier de Clouet correspond à ce que l'on constate, à ce que l'on sait, ce que l'on constate de l'observation des dessins de l'anonyme Les Curieux. Mais il n'y a pas de preuve néanmoins, toutefois. Simplement une correspondance possible, hein, entre l'activité d'un artiste, hein, de type de portrait qu'on peut lui attribuer, et puis les caractères des dessins que l'on observe dans ce corpus assez vaste, hein, de l'anonyme Les Curieux, dans l'album Les Curieux, mais aussi dans d'autres collections. Et il a notamment réalisé un portrait du futur Henri III, hein, d'Henri d'Anjou, hein, duc d'Anjou, que Charles IX se fait apporter sur son lit de mort en 1574. Mais tous ces portraits sont perdus et les propositions d'attribution en termes de tableaux sont encore délicates. Alors, peut-être qu'on avance un petit peu. On n'est pas arrivé au terme de notre parcours stylistique, hein. Et on va donc revenir au PowerPoint pour parler un petit peu quand même de Benjamin Foulon, hein, qui me plaît bien, travaillant sur Henri IV. Benjamin Foulon, c'est un artiste de bien moindre talent, il faut bien le dire, hein, que notre anonyme. Alors si Dimier est dur vers l'anonyme Les Curieux, alors là, Benjamin Foulon, c'est vraiment exécrable, mais tout au plus, on peut lui reconnaître un style cotonneux, hein, c'est dire, cotonneux au portrait de Foulon. Alors, les portraits de Foulon, justement, du fait même de leur maladresse, sont très facilement identifiables, hein. On les reconnaît tout de suite, hein, dans l'œuvre des portraitistes français, on les retrouve dans d'autres collections. Alors Foulon nous intéresse quand même à plus d'un titre. D'une part, il poursuit à la cour d'Henri IV, selon un phénomène de continuité et d'écart qui est toujours intéressant quand on passe d'un règne et surtout d'une dynastie à l'autre. Il poursuit à la cour d'Henri IV un style de portrait bien établi, hein, typique de la cour des Valois et qui se poursuit du temps d'Henri IV, avec des différences quand même. Et puis, hein, c'est un peintre de cour qui ne manquait pas de protecteur et qui nous introduit dans l'entourage immédiat d'Henri IV, comme on va le voir. Alors, il est né après 1550 à Paris, il est mort en 1612 également. Intéressant, il était le neveu, par sa mère, Catherine, de François Clouet. Aïe, qui dut l'introduire à la cour de France. Alors, c'est ainsi qu'il ferait sans doute ses premiers pas comme peintre et valet de chambre d'Henri III, puis peintre travaillant pour la reine Catherine, hein, et enfin, il doit faire partir, après 1589, des nombreux artistes qui rejoignent la cour du roi naturel et légitime Henri IV. Hein. On sait qu'en 1592, le roi l'appelle aux armées pour réaliser divers tableaux. On ne sait pas quoi, peut-être des peintures de bataille, mais aussi des portraits, hein, du roi ou de grandes son entourage. Et à partir de 1595, il est le peintre d'un certain nombre de ministres, du roi, de ses maîtresses, de ses enfants, hein, mais aussi on a des portraits de Sully et de sa femme, hein, des grands, le duc de Mercœur, le duc de Rohan, le précepteur de Gaston d'Orléans, et puis enfin les enfants illégitimes, César, Alexandre, hein, le chevalier Vendôme. Alors, c'est un peintre donc, qui est très bien en cours, hein, et Dimier signale que ses enfants ont pour parrain et marraine de très hauts personnages, hein. Les Brulard, les Harlay, le banquier Scipion Sardini, hein, dont Foulon a réalisé le portrait. Alors on connaît de lui un certain nombre de dessins, conservés dans différentes collections. On observe que son style est plus ou moins soigné. Alors ici à gauche, je trouve que le portrait d'Hercule de Rohan est quand même assez bien enlevé. Enfin, il est tout à fait digne et même finalement assez proche de l'anonyme et curieux si on regarde juste le visage, même s'il y a des faiblesses réelles dans la chevelure par exemple, et que le modelé est un peu dur. Mais alors à droite, le portrait du comte de Lude, on se demande même si c'est la même main, mais oui, c'est bien, il est quand même assez mauvais, hein. Alors, donc, un dessinateur talent variable, parfois médiocre,
dessin imprécis, en fait, parfois un peu faible, et il dissimule un peu ses faiblesses en utilisant beaucoup l'estompe, en adoucissant, ce qui donne un certain charme, mais aussi peut-être cache certaines faiblesses dans le visage. Alors, faut-il parler d'une déchéance du genre à la fin du XVe siècle, les historiens de l'art qui voient des œuvres un peu médiocres, ça y est, c'est la fin du genre, ou bien, au contraire, on a vu plutôt d'histoire sociale, intelligence de l'artiste, qui a su mener son chemin en s'appuyant sur sa famille et conserver la faveur des grands à la cour. On peut aussi penser, là ça n'est vraiment qu'une hypothèse, alors voilà le portrait de la comtesse de la duchesse de Beaufort, Gabrielle d'Estrées, assez jeune. À droite, le portrait de César de Vendôme, premier enfant mâle d'Henri IV, bâtard légitimé, qui a sa place à la cour après. Et on peut aussi se demander si d'autres œuvres de Foulon dans des collections diverses, Sainte-Geneviève, le Louvre, Madame de Forvac, à droite un portrait du chevalier Vendôme, Alexandre de Bourbon. On peut demander s'il n'était pas meilleur peintre. En tout cas, il est possible qu'il ait été meilleur peintre, ce qui aurait expliqué quand même qu'il ait conservé la faveur et connu une certaine fortune à la cour d'Henri IV. Alors, il y a 2 portraits qui lui sont attribués, je n'en montre qu'un. L'un est à Chantilly, une miniature que l'on donne traditionnellement à Foulon. Alors, deux autres, pour finir notre parcours, parce qu'on voudrait vous parler un peu aussi de l'histoire de la collection, et revenir ensuite au dessin individuellement. Pour finir, 2 autres dessins révèlent un style très singulier, différent, que Bouchot avait cru pouvoir rapprocher de Daniel Dumoutier, l'un des grands portraitistes du début du XVIIe siècle, mais que Dimier préfère attribuer encore à un maître anonyme, qu'il appelle le peintre d'Entragues, du nom du titre des 2 personnages représentés ici, François de Brissac d'Entragues et son épouse, Marie Touchet, dame d'Entragues, qui est un artiste, je trouve, assez séduisant, par sa manière, je dirais, très picturale. On sent vraiment la sensibilité de peindre dans la manière de manier ici les crayons, avec des réaux de couleurs, le fondu, la richesse du coloris, le fondu des couleurs, le travail plutôt par touche quasiment, et une volonté d'animer le visage qui d'ailleurs est beaucoup plus tourné vers le spectateur, moins de 3/4. Là, une manière me semble-t-il, très différente et intéressante. Alors, on en arrive à la dernière partie de notre exposé. Qu'est-ce que c'est que cet album Les Curieux ? Quelle est son histoire ? S'agit-il d'un album d'artistes, comme l'ont prétendu certains, ou s'agit-il d'une collection d'amateurs ? Quand s'est-elle constituée ? Alors, Henri Bouchot, au fin du XIXe siècle, pensait que les dessins de l'album Les Curieux provenaient d'une collection très ancienne, une collection du XVIe siècle, qui aurait été formée par François Clouet lui-même dans son atelier, transmise à son neveu, le peintre portraitiste Benjamin Foulon, son neveu par sa sœur Catherine. Et aux alentours de 1600, donc, Foulon aurait ajouté à la collection initiale un certain nombre de portraits de sa main. Il aurait annoté tout cela à la sanguine. Là, on a une histoire, un récit, qui est tout à fait séduisant et qui a eu la vie assez longue. Alors, le raisonnement est le suivant. D'une part, l'album présente des dessins qui relèvent de 3 mains d'artistes, principalement, dont les œuvres se succèdent avec l'idée d'un lien de parenté. François Clouet, 36 portraits d'anonymes, entourage de Clouet, du moins le pense-t-on à l'époque de Bouchot, et puis enfin des dessins plus tardifs, Foulon, qui est le neveu de Clouet. La grande majorité de ces dessins, comme vous le voyez ici, portent des annotations à la sanguine, qui ne suivent pas toujours le même style. Écriture cursive, avec des lettres qui sont bien liées, ou bien écriture en petites majuscules, parfois le mélange des deux, ce qui me semble assez signifiant. C'est bien la même main qui mélange parfois les styles d'écriture. Et on a regardé ça de près, vraiment, la sanguine, c'est toujours la même main. Alors, ces annotations apparaissent sur tous les dessins de Benjamin Foulon. Tous, sans exception, 13 sur 13. Et puis, Benjamin Foulon, qui est aussi signé à la sanguine, et là, la signature semble vraiment autographe. On peut même d'ailleurs la rapprocher d'un exemple de la signature de Foulon au bas d'un acte notarié, à droite, que m'a transmis Étienne Faisan, que je remercie, et qui est publié aussi par Alexandra Zvereva. Donc, des dessins annotés à la sanguine, dont l'un est signé à la sanguine, mais attention, à toute petite échelle et un style d'écriture différent.
Et on les retrouve, ces notations, sur les dessins de Foulon, sur 29 dessins de l'anonyme, donc quand même 80%, et puis enfin sur les dessins du peintre d'Entragues, hein, donc finalement presque partout. Même en complément d'annotation sur, le portrait d'Henri II, bon, qui est trop loin, mais c'est pas grave, où on a une notation 16e à l'encre, et puis on a un deuxième, hein, qui est une notation début 17e à la sanguine, qui semble bien avoir été ajoutée comme une précision par la même personne. Donc Henri Bouchot se disait, en 1884, et bien voilà, l'album Les Curieux, c'est une collection de peintres, hein, dont a héritier Les Curieux, lui-même peintre, et qui rentre enfin à la Bibliothèque nationale. Un recueil de portraits, non pas destiné à un amateur, mais une suite de dessins originaux, hein, certains annotés d'ailleurs par une main d'artiste en vue de réaliser en peinture, conservés par des peintres qui se le transmettent, hein, de génération en génération. Cette collection sera celle de François Clouet, formidable, hein, à voir quand même le recueil de portraits de François Clouet, et l'existence du lien de parenté entre Clouet et Foulon corroborait à ses yeux cette hypothèse si séduisante du recueil d'artistes. Hein. Foulon aurait en fait hérité, après 1572, du titre, des charges et de l'album, hein, de son oncle, hein, qu'il enrichit de nouveaux dessins. Alors, l'analyse de Bouchot a quand même été réfutée une première fois par Louis Dimier, pas jusqu'au bout, hein, en 1924, avec toute une série d'arguments. Louis Dimier, très grand historien de la Renaissance française, celui qui a redonné toute sa place à l'école de Fontainebleau, qui a fait un travail colossal sur ces portraits, c'est quand même vraiment stupéfiant, hein, et sur lequel s'appuient de nouvelles générations, hein, de chercheurs, et donc arrive à ses conclusions concernant l'album Les Curieux. Tout d'abord, un argument historique qui est important. On ne connaît pas de recueil de ce genre dans les ateliers de peintres du XVIe siècle, qui ne réalisent pas, qui conservent des dessins, mais ne rassemblent pas de collections, hein, de recueils, d'albums. De recueil ou d'album. Argument fort, hein, mais l'absence de précédent historique, comme vous le savez, n'est jamais une preuve suffisante. Et l'histoire fait toujours apparaître des pratiques antérieures. Alors, quand même, premier argument. Argument ensuite stylistique, qui là est imparable. Hein. Les 36 dessins de l'anonyme ne sont pas de la main de Clouet. Enfin, on en a quand même 3, hein, mais les 36 autres dessins, c'est un autre artiste. Hein. Alors ce changement d'attribution contredit entièrement l'hypothèse d'une transmission familiale, hein, puisqu'on a 3 dessins de François Clouet, mais bon, 36 d'un artiste un peu plus tardif, hein, et qui n'est pas apparenté à Foulon. Hein. Mais rien n'empêche à ce stade du raisonnement de considérer que la collection ait été formée dans l'atelier de Clouet par l'anonyme Les Curieux, justement, peut-être ce genre de coup. Alors il y a ensuite un autre indice qui est codicologique, hein, histoire du manuscrit. Hein, de l'album plutôt ici. Dimier considère que l'album Les Curieux ne porte en tant que recueil aucun signe d'ancienneté. Comprenez, ce n'est pas un recueil 16e. Hein. La période qui l'intéresse. La numérotation la plus ancienne, qui apparaît encore sur certains dessins, ici en haut à droite, à l'encre, hein, est sans doute une numérotation 17e, puisqu'elle couvre toutes les mains, hein, et peut-être plus tardive encore, 18e siècle. Hein. Et le classement qu'on a reconstitué est assez arbitraire. Hein. Classement erroné qui n'apporte rien au raisonnement. Alors, il y a un dernier argument paléographique qui est déterminant, hein, que souligne déjà Dimier, mais peut-être pas assez. L'attribution à Foulon des annotations à la sanguine n'est pas très bien établie. Hein. Elle repose sur le fait que le portrait de César de Vendôme est signé à la sanguine, oui, et alors, hein, à toute petite échelle, et ici, vraisemblablement par le peintre quand même. Hein. Il est très difficile de comparer les deux types d'écriture. Hein. Alors Dimier ne se prononce pas sur la question, il reste prudent, il parle de l'écriture présumée de Benjamin Foulon, mais enfin il l'a quand même écrit des dizaines de fois, écriture présumée, donc c'est dire combien quand même il reste prudent. Alors, l'hypothèse d'une annotation des dessins par Foulon m'a paru d'abord très séduisante. Il a fallu lutter contre cette hypothèse, cette histoire, ce storytelling, en fait. Mais elle semblait renforcée par 2 ordres d'observation. D'une part, l'écriture est un peu maladroite, avec des fautes d'orthographe, mais bon, à l'époque, hein, des variations de style, de médium. Il passe de la sanguine à la pierre noire, il complète, etc. Hein, ce sont des techniques qui servent à dessiner, justement. Donc, bon, ça allait assez bien. Et puis surtout, on retrouve le même type d'annotation, et ça c'est intéressant pour la Bibliothèque nationale, sur des dessins qui sont aujourd'hui au Louvre, ou qui sont dans d'autres collections de la BNF, ou qui sont à l'Ermitage. Hein. Tous des portraits au crayon, de Foulon, mais aussi de l'anonyme, qui portent toutes ces légendes, ces titoulis. Hein, je donne quelques exemples. Monsieur de Ronsard, hein, l'un des rares portraits d'ailleurs de Ronsard, mais qui est une copie, je pense. Marie de Forvac ou Madame de Forvac, etc. Donc là, effectivement, d'autres dessins, même artiste, même notation, c'est lui qui a annoté. Hein.
Alors, en fait, ce qu'on peut en déduire, c'est que le dessin de l'album Les Curieux ont fait partie, au début du XVIIe siècle, d'une collection plus importante, qui a été séparée, dispersée, et 56 pièces ont été réunies en album plus tard, sans doute au XVIIIe siècle, et Les Curieux en a fait l'acquisition. Alors, peut-il s'agir quand même de Benjamin Foulon? A-t-il pu posséder une collection qui plus tard, dont certaines pièces auraient été montées en album? Alors, en fait, l'écriture de l'artiste, l'écriture ressemble assez peu à celle de l'artiste qu'on connaît par la signature. Et puis surtout, certaines écritures signalent des changements de position, de titre, pour le modèle, et ce qui permet de les dater précisément. Alors, il apparaît que les dessins ont été annotés à des dates différentes, fin 16e et surtout dans les premières décennies du XVIIe siècle. Après 1598, pour l'écriture sur le portrait de Sully, par exemple, Sully est qualifié de surintendant des finances, donc on est après 1598. Madame Catherine de Clermont est l'épouse de Feu le duc de Ré, donc après sa mort en 1602. Mademoiselle de Mercœur, à présent, Madame de Vendôme. C'est un complément d'annotation, mais c'est bien la même main. Donc on est après son mariage avec César de Vendôme en 1609. Le peintre d'Entragues, dont les dessins ont appartenu donc, à ce collectionneur, François d'Entragues et Marie Touchet sont morts tous les deux en 1613. Et on nous dit François d'Entragues est depuis Monsieur d'Entragues, donc il est encore vivant. Donc là, on a une annotation qui doit dater d'avant 1613. Et puis surtout, il y a deux dessins qui portent des annotations beaucoup plus tardives, qui ne collent pas du tout avec ce que l'on sait de la biographie de Foulon. Madame de Moret, l'une des maîtresses d'Henri IV, après la mort de Gabriel d'Estrées. Madame de Moret, à présent marquise de Vardes. Donc on est après son mariage avec le marquis de Vardes en 1617. Autre exemple, Madame de Schönberg, la mère, et la même main à ajouter dans une technique différente, avec un médium différent, grand-mère de Madame de Liancourt. Donc là, on est déjà beaucoup plus tard, ça ne peut être que dans les années 1620. Donc, alors il y a d'autres arguments, la manière dont on précise Henri IV ou bien la maîtresse du roi, on est après la mort d'Henri IV nettement, et donc après la mort de Foulon. Donc en conclusion, on peut dire que les portraits au crayon de l'album Les Curieux proviennent d'une collection plus importante, qui serait intéressant de reconstituer virtuellement, qui fut sans doute rassemblée constituée dans la première décennie, dans les deux premières décennies du XVIIe siècle, par un amateur de dessin, de langue française, peut-être parisien, mais on ne sait pas plus, curieux d'histoire, puisqu'il a systématiquement noté les noms des personnes et souligné les liens de parenté, déjà. Peu probable que l'anonyme Les Curieux ait joué le moindre rôle dans la réunion de ces dessins. Rien ne prouve que certains dessins aient appartenu à Foulon. Rien du tout. Les deux artistes en lice sont intéressants. L'anonyme Les Curieux, peut-être Jean Decour, Foulon, intéressant aussi, parce que c'est la continuité d'un goût, continuité des pratiques d'Henri III, Henri IV, évolution du genre quand même, on le voit ensuite avec le peintre d'Entragues. Et puis, succès de l'artiste, importance de ses dessins, qui méritent une place de peintre de cour encore, même si le dessinateur est médiocre. Et donc une nécessité, je pense, d'étudier l'ensemble de la collection, désormais, plus au-delà des murs de la Bibliothèque nationale, à l'intérieur de la bibliothèque et au-delà, dont les œuvres sont dispersées aujourd'hui entre la BNF, Chantilly, le Louvre et l'Ermitage. Donc on déplace en quelque sorte les dessinateurs 16e, 17e siècle, et puis maintenant, qui est ce collectionneur, quel est cet amateur de portraits qui vivait dans les années 1610, 1620. La suite au prochain numéro. Merci infiniment. Alors on peut peut-être utiliser la caméra ou répondre à des questions. Je crois qu'il y a un temps pour que le public puisse voir, monter sur scène pour voir nos... Donc voilà César de Vendôme, un portrait qui... Alors il y a un autre sujet qui mériterait d'être développé, le rapport entre dessin et estampe, puisqu'une partie de ces dessins servent ou sont copiés pour déjà diffuser l'image de certains personnages. Alors l'histoire du portrait gravé est complexe elle-même au XVIe siècle. C'est essentiellement le portrait des souverains, des princes, et puis quand même, par exemple, les trois Coligny. Et là, le portrait que nous donne Foulon est tout à fait comparable au portrait gravé des enfants royaux qui se multiplient au début du XVIIe siècle. Thomas Deleu les a gravés. Et on retrouve les mêmes costumes, les mêmes broches,
dans les portraits de César, le portrait de César. Donc là, l'enfant est tout jeune, donc il est encore en robe. Il porte une forme de hochet aux armes de France, ici, et que l'on retrouve sur les estampes. Il est tout jeune, il doit avoir 1 an, ou à peine plus. Il est né en 1595, si je ne me trompe pas. Donc là, on a un Foulon qui évolue dans l'entourage d'Henri IV, à une époque où Gabrielle d'Estrées pourrait devenir reine de France. Elle a ce statut, en tout cas à la cour, et Foulon. Alors là, le dessin est très léger, il est très rapide, simplifié. Foulon, soit c'est un choix artistique, soit c'est une faiblesse. Évite de marquer les contours, mais sa technique de hachure n'est guère satisfaisante. Mais il poursuit le genre. On peut peut-être montrer un autre. Oui. Qu'est-ce qui nous reste comme dessin? On les a tous montrés? Il y a un autre de Foulon? Ah bon. C'est peut-être la comtesse de Moret. Alors quand même, le dessin est signé, ce qui est rare et donc attire l'œil de l'historien de l'art et qui en tire toute une série d'hypothèses plus ou moins de réflexions plus ou moins bien articulées. On va très loin puisqu'on finit par imaginer un recueil d'artistes. Alors Jacqueline de Bueil, comtesse du Moret, maîtresse d'Henri IV, très vite après la mort de Gabrielle. Là, le portrait est assez séduisant quand même, l'œil pétillant et le léger sourire esquissé par la maîtresse royale, chose qu'on voit peu ou moins les portraits de Clouet ou de l'Anonyme. Mais vous voyez la faiblesse quand même de la représentation de la gorge, des perles, l'uniformité finalement du dessin, manque de précision et de vie, mais tout cela est un peu masqué par l'utilisation de l'estompe, alors qui donne de la douceur par contre. Évoque ici la blancheur du teint féminin. Alors le traitement de la chevelure qui est si séduisant chez l'Anonyme, les curieux quand même. Je trouve que là vraiment est assez répétitif, voire mécanique. Il semble qu'on ait repris la chevelure, qu'on ait peut-être mise à la... C'est le type de coiffure que l'on voit dans le vers 1600, 1601, sur les portraits, dans les gravures, coiffure montante. Mais qui semble quand même avoir été ça me semble assez clair, repris par l'artiste. Qui n'est pas très très heureux, mais comme il a mis un peu d'une craie jaune, cela masque le tout. Voilà, donc vous avez peut-être des questions? Oui. Merci beaucoup pour cette conférence. Est-ce que vous avez étudié les papiers, éventuellement les filigranes? Alors, effectivement, on a essayé d'étudier les papiers et les filigranes autant que la disposition des dessins actuels nous le permettait. C'est-à-dire que, et particulièrement pour cet album Les Curieux, les dessins sont collés en plein sur un carton, ce qui ne permet pas vraiment une analyse parfaite du papier. Ce n'est pas le cas pour tous les dessins, tous les portraits au crayon de la Bibliothèque nationale. Certains sont montés en évidé et permettent une analyse des filigranes. Mais pour cet album Les Curieux, on est un peu bloqué par cette rigidité du carton derrière le dessin. Il faudra aussi qu'on aille à Versailles
Quand même. Que de voyages en prévision. Parce qu'il y a ces portraits, cette copie d'Albert de Gondi, c'est ça, portrait d'Albert de Gondi par les curieux. C'est vraiment intéressant de voir. C'est ça, ouais. Et le portrait, parce que en fait, je suis peut-être allée un peu vite, mais c'était à l'occasion de l'acquisition en 1833 d'un portrait 16e, en fait, par Louis-Philippe, que la commande est passée à Jacques-Joseph Lécurieux de faire cette copie-là. Et on a une autre version de ce portrait qui est à Chantilly. Donc il faudrait même comparer les trois. Et puis il y a l'œuvre gravée, mais moi j'ai une vision très superficielle parce qu'on n'a pas eu le temps de creuser cela. Je suis concentré sur les dessins, mais il ne semble pas qu'il ait utilisé en fait ces dessins pour nourrir son travail d'illustrateur. Hein. Même s'il grave beaucoup de sujets d'histoire, aussi des sujets pittoresques. Hein. Oui, effectivement, on ne trouve pas. Ouais, on trouve. Je n'ai pas repéré de portrait gravé, hein, mais il faudrait le vérifier quand même. Ah oui, bah oui, il faudrait faire ça, oui. Non, je pense que c'est tout à fait... Pardon. Peut-être ça serait intéressant de voir, par exemple, déjà si dans la peinture de Troubadour du début des années 1810 jusqu'à l'acquisition, ces portraits ont été utilisés par les peintres de l'entourage de ce petit peintre, et surtout si voir un peu la réception des... Parce que c'est vraiment fascinant. Ça mériterait une exposition tout seul, ce sujet. Et effectivement, c'est intéressant de voir si ces dessins ont été utilisés par les peintres 17e et 18e, parce que la peinture d'histoire, vous connaissez mieux que moi. Déjà, c'est très important les sujets d'histoire nationale dès le fin 17e, 18e, etc., pour voir vraiment, pour comprendre la réception de ces dessins dans la peinture. Oui, absolument, oui. À faire. Absolument, yes. Et puis le rapport à la gravure, hein, en commençant par les Valois. De toute façon, la gravure, c'est simple parce que toute la collection est à côté. Donc. Oui. Très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, notez bien la prochaine séance. Donc, on change. Vous voyez, sont très variés les sujets de nos conférences. Donc la prochaine fois, on change de siècle, de technique. Donc c'est une statuette en bronze de Jean-Auguste Barre, conservée à la Bibliothèque Musée de l'Opéra. Donc je vous donne rendez-vous mardi 20 mars, ici à 18h15.